Quand tu mets le maillot des Dragons, que tu rentres sur ce terrain, c'est impressionnant. Tu es obligé d'être porté. Ce soutien, cette fierté qu'ont les Catalans, c'est des choses qui te poussent à tout donner, à te mettre à 200% pour ce club et pour cette équipe. Nous, les trésistes, on sait l'esprit de famille. On revoit toujours les mêmes, on voit toujours ces gens qui vieillissent avec leur passion, avec leurs amis. Les Dragons, ça représente, je crois, bien plus qu'un club. Une fierté aussi pour la ville, le département et pour le rugby à 13 en général. C'est un peu mythique, cette région. Au monde, c'est mythique, les régions catalanes. Les Dragons, ils ne sont pas de nulle part. Ils sont de Perpignan. S'il n'y avait pas eu les Dragons, en France, je pense qu'en ce moment, il n'y aurait plus de 13. Les Dragons viennent s'imposer en finale de la Coupe ici à Wembley. Quelques mots sur les Dragons. Ah oui, grande période de ma vie. Mais les Dragons, c'est quoi? Les Dragons, c'est une vie de rugbyman où j'ai grandi, où je suis né pratiquement à ce stade de Gilbert Brutus, où j'ai commencé à jouer au rugby à 8-9 ans, en poussant au 13 catalan. Voilà, le 13 catalan qui était le club phare du rugby à 13 dans le département dans les années 70. Puis après, bon, mais comme les choses de la vie souvent évoluent, et pour pouvoir jouer avec mon frère Bruno aussi à la charnière, tous les deux, eh bien on est parti jouer chez le voisin concurrent à l'époque, Saint-Estève 13. Voilà, dans un fief trésiste qui est resté, ce fief trésiste. Il se trouve que si les deux clubs, Saint-Estève et le 13 catalan, étaient encore performants sur le terrain, au niveau financier, ils commençaient à rencontrer des problèmes. Le rugby à 13 ans, dans les années 2000, ça a baissé, il y avait moins de spectateurs, les économies des clubs étaient difficiles. Le 13 catalan a fait appel à Bernard Gouache pour qu'il prenne la présidence. Bernard l'a refusé parce qu'il avait aussi des attaches à Saint-Estève puisqu'il a joué dans les deux équipes. Je n'ai pas voulu rentrer au 13 catalan pour aller combattre Saint-Estève. Ça avait été mes deux grandes maisons. Et à la cantonade, un des soirs de réunion, j'ai dit, moi, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, on rassemble le 13 catalan et Saint-Estève. Et on fait un club fort, costaud. Alors là, bon, il y a plein de noms qui sont sortis, jusqu'à ce que dans le chapeau apparaisse UTC, Union Trésiste Catalane. Le grand événement de l'intersaison, la fusion entre deux clubs prestigieux qui étaient le 13 catalan et Saint-Estève. Et la fusion a été un déchirement au début, de se rapprocher de Saint-Estève, qui était l'ennemi juré. Puis rapidement, tout le monde a compris que pour le bien du rugby à 13 français et des deux clubs, il fallait fusionner. Bon, Bernard avait certainement déjà derrière la tête de créer quelque chose après cette fusion-là. L'optique de Bernard, parce qu'on connaît tous Bernard, il a toujours une idée derrière la tête. Et je suis sûr que dans son fort intérieur, il pensait déjà à gravir un échelon et sortir d'un championnat français. En 2002, on est 2 ans après la création de l'UTC. On va en Angleterre. Bernard me dit, tu parles anglais? Ben, tu vas appeler cette personne et tu vas lui demander si demain, elle peut nous retrouver au clubhouse de Chorley après le match de cœur. Donc j'ai la personne au téléphone, je lui demande, je crois comprendre qu'elle dit oui. C'est Nigel Wood, il me dit. C'est qui? Et ben, c'est le grand patron de la Super League. On veut savoir si on peut faire un dossier. Il parlait d'expansion, il parlait d'essayer de faire monter 1 voire 2 équipes plus tard de clubs français en Super League. Cette Super League qui avait déjà démarré depuis 6-7 saisons déjà. À ce moment-là, en 2002, on sait que Toulouse et Villeneuve se positionnent et sont bien placés pour rejoindre la Super League. Les Anglais avaient 3 clubs à choisir, Villeneuve-sur-Lot, Toulouse ou l'UTC. Nous avons une région extraordinaire, la mer, la montagne, nous avons une frontière qui est pas loin, nous avons un pays qui est aimé par les Anglais et nous avons surtout une histoire de rugby à 13 qui compte. Bon, les Anglais se sont concertés, reconcertés. Et Nigel Wood m'appelle 8 jours après pour me dire voilà Bernard, c'est vous qui jouerez l'année prochaine en Super League. Donc bien sûr,
stupeur générale. Bien sûr, on était tous contents, heureux, mais en même temps, on savait tout le chemin qu'il fallait que l'on parcourt rapidement pour être à la hauteur de cette compétition. Les contours des Dragons catalans se sont dessinés ce jour-là. 2 ans après la création de l'UTC, le dirigeant, déjà, il veut basculer en Super League. Et bien sûr, il nous fallait un nom. Et c'est vrai, effectivement, il n'y avait pas de Dragon en Angleterre. Et puis moi, j'ai dit, mais Dragon, c'est extraordinaire. Dragon, en plus, c'est l'histoire catalane, c'est la fable catalane, c'est San Jordi qui terrasse le dragon. C'était aussi une belle image catalane qu'on s'appropriait. Et quand on a mis ce mot Dragon sur la table, ça fait une unanimité de suite. Et à partir de là, les Dragons catalans étaient nés. Au moment où les Dragons devaient intégrer la Super League, Bernard Gouache a demandé 1 an de plus. C'est vrai que les Anglais leur avaient proposé de 2005, mais bon, le club ne se sentait pas encore prêt, économiquement et même sportivement. Et là, les Anglais, écoutez, à la surprise générale, ont accepté favorablement cette idée de nous faire démarrer 1 an plus tard. Ce qui nous a permis, durant l'année 2005, de préparer une équipe compétitive, en rassemblant en 2007 tous les meilleurs joueurs français. On gagne le championnat et la Coupe de France, et on était invaincus. L'année précédant le début du championnat de Super League, on a commencé à être quasi professionnel. On s'entraînait tous les jours, tous les matins. C'était bien préparé parce que justement Bernard avait recruté des joueurs de qualité de manière à ce qu'on débutait la compétition de Super League déjà avec de bonnes bases. Parce que quand on passe d'un championnat français qui est plutôt amateur à un championnat professionnel qui était la Super League, on regardait ce championnat, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, je regardais ces matchs-là sur Sky Sport. On était toujours subjugués, on regardait ces matchs-là avec des gros yeux. Mais après, c'est vrai que quand on se rappelle au tout début, il n'y avait pas de club professionnel. Pour nous, pour se dire on va être pro, c'était pas ici, c'était soit on partait en Angleterre, soit en Australie. Si tu voulais jouer en Super League, il fallait que tu ailles à l'étranger. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui le tentaient, j'étais un des premiers à le faire. Mais de pouvoir revenir à la maison et de jouer en Super League, c'est une très très grande fierté. Et quand les Dragons sont montés, donc, quand c'est parti, à partir de là, on s'est dit qu'on va pouvoir représenter Perpignan et le club, notre club dans ce championnat de Super League qui était un championnat exceptionnel. Le club s'est structuré, s'est développé, évidemment au niveau humain, au niveau sportif aussi, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, un staff un peu plus étoffé. C'est là qu'on a fait l'effort de casser la tirelire et de faire venir Stacey Jones, qui a été la figure emblématique du début des Dragons. Quand Steve Dickey m'a dit on va contacter Stacey Jones, je n'y croyais pas. Et 2-3 semaines après, on part au Auckland. Et là, je découvre et on rencontre Stacey Jones. Il venait d'être élu meilleur demi-mêlée du monde. Donc ça a été un coup de maître de signer un joueur comme ça. Et pour nous, c'était exceptionnel parce que c'était notre chef d'orchestre, c'était notre leader. I decided to join the Dragons. And I just thought it was a great opportunity to go and experience like a new adventure, something not only for myself, but that was really important to the Catalan Dragons. Que Stacey Jones devienne le capitaine de l'équipe Dragon catalan pour jouer la Super League la saison prochaine. C'était extraordinaire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au stade Aimé Giral de Perpignan pour un événement historique. Je n'ai pas manqué un match des Dragons catalans depuis le 11 février 2006. Pas un. Plus de 10 000 spectateurs qui sont venus pour assister à cette première rendez-vous compte. Le public catalan a répondu aux attentes des dirigeants des Dragons. C'était la folie pure. Un public en fusion, des joueurs transcendés sur le terrain. Et les supporters de Wigan qui ont investi la ville de Perpignan depuis hier, Louis. Ce jour-là, alors, c'était magnifique. Le Castille était envahi de supporters de Wigan, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est là que nous nous sommes rendus compte de ce qu'allait nous apporter la Super League. Dans le stade, je sens une ambiance électrique. Tu sais, il y a beaucoup de monde, tout le monde chante, mais aussi c'est le premier match de Dragons dans le championnat Super League. Allez, c'est maintenant le jour de gloire des Dragons après avoir attendu 5 ans, Louis. C'est maintenant. On passait en fait du rêve à la réalité. C'est un des matchs qui m'a le plus marqué. C'était une nouvelle ère, c'était comment le rugby à 13 allait être perçu. Est-ce qu'on allait passer pour des rigolos ou est-ce qu'on
On allait dire, finalement, il y a quelque chose chez les Dragons, il y a quelque chose dans le rugby à 13 français. Julien Rinaldi derrière le tenu, sortie de Rinaldi. On va bien naviguer devant le porteur du ballon. C'est pas mal ça, l'extérieur peut-être pour le premier essai des Catalans. Oh oui, il est parti, il a parti. Oh, premier essai marqué par les Catalans dans cette Super League après moins d'une minute. La Super League en 2006, personne ne la connaissait réellement. Tu connaissais les noms de 4-5 équipes, mais personne ne connaissait Wakefield, Castleford, Huddersfield. Tu connaissais Wigan. Tu savais que tu allais te faire taper par cette équipe-là. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. Et les Catalans mènent, mais ils ne mènent que de 4 points. La valeur d'un essai, c'est pas beaucoup. Y avait-il en avant? Non, il n'y a pas d'en avant cette passation parce que l'accélération là risque d'être terrible. Avec le soutien, il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas qu'il aille marquer entre les poteaux. Il faut l'empêcher de marquer entre les barres. Et Richards qui va aller marquer au plus mauvais moment dans ce match. Aïe, 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 aïe. Wigan à l'époque, c'était une équipe cadre du championnat. Et là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait avec des gens qui allaient augmenter le niveau de performance. Le ballon pour eux. On y est là. Oui, c'est bien. La passe est juste à hauteur. C'est bien joué. Allez, vas-y. Oh oui. Il y est. Et c'est marqué par les Dragons catalans. 5e et dernier tenu. Un coup de pied. Ça va sortir. Oh, c'est fini. Et c'est la victoire des Dragons catalans dans ce premier match. La journée, ça fait 5-6 mois qu'on l'a préparée. Et tout le monde s'est projeté sur ce match-là. Personne n'a pensé à la suite. On s'est rapidement aperçu qu'en fait, la Super League, ce n'était pas juste un match. Alors, la première saison historique, il ne faut pas oublier qu'on finit dernier. Lors du premier déplacement, c'est le deuxième match, on va à Salford. On fait une très bonne première mi-temps. On est bien en place. Sauf qu'à la mi-temps, Stacey Jones a mal au bras et on lui décèle une fracture du bras. Yeah, I got injured in the second game. Came back to France and had an operation. So I spent the majority of my first year there on the sideline. So I guess, you know, like anything, you just sort of just get on with it and try and become more of a support person for the rest of the team. Il est éloigné des terrains pendant 3 mois alors que c'était quand même notre recrue phare, c'était le meneur de jeu. Ce soir-là, Bernard Gouache a dit cette fameuse phrase « Vous êtes fous les gars, on ne gagnera plus un match ». Déjà, il mesurait qu'après ce premier déplacement, il avait vu l'enfer anglais parce que les Dragons pensaient gagner. Tu avais battu Wigan, il y avait presque 10 000 personnes à Aimé Gérald. Tu te dis la semaine d'après, Salford, c'est bon, ça va le faire, on va peut-être se qualifier. Non, tu reçois, tu perds 2 joueurs ce jour-là. Stacey Jones, fracture du bras, c'est ta star. Et donc sans Stacey Jones, une équipe qui découvrait la Super League, une équipe jeune, sans Stacey, je savais que ça serait très difficile. Je suis arrivé dans un squad qui était peut-être pas prêt à connaître l'intensité de la Super League. Tant que tu as pas joué, pas un match, mais une vingtaine de matchs, semaine après semaine, tu sais pas vraiment comment approcher ça. Les joueurs n'étaient pas prêts à enchaîner les déplacements. On se rend pas compte, on regarde, tu te dis, bon, il y a 14 déplacements à faire. Tu vas en Angleterre, tu prends ton avion, tu rentres, Barcelone, c'est qu'à 2 heures. Mais le lendemain, il faut s'entraîner. Et le surlendemain, il faut reprendre l'avion pour aller se déplacer et enchaîner tout ça. Et donc, à partir de là, on s'entraînait très dur. C'était à Saint-Estève. Aujourd'hui, les vestiaires, c'était notre salle de muscu, c'était notre salle d'échauffement, c'était notre salle d'étirement, c'était notre salle où on faisait le bain de froid, où on faisait les massages. On avait essayé de mettre les petits plats dans les grands, mais bon, c'était un tout petit stade avec de faibles moyens. Il y avait des vestiaires exigus. C'était compliqué, mais on était heureux d'y participer. On s'entraînait comme des professionnels, mais dans une structure qui n'était pas adaptée encore, quoi. En attendant les travaux de Gilbert Brutus. On a eu un préparateur physique qui s'appelait Matt Adamson, qui est un ancien joueur, qui avait une façon d'entraîner à la dure. Quand il était arrivé, il nous avait marqué en gros sur le tableau NRL Mentality. Donc il faut que ce soit dur tout le temps. Et je crois que sa volonté, c'était de préparer le groupe à ce qui allait nous attendre. Mais évidemment, je n'étais pas joueur. Donc ceux qui étaient joueurs, peut-être, en gardent un souvenir plus mitigé, en tout cas, sur la dureté des séances. Je me souviendrai toujours, et ça tombe bien qu'on soit ici à Saint-Estève, on joue Leeds et Bradford, ces 2 matchs-là, les 2 fois on prend 50 points. Et là, l'entraîneur, préparateur physique, il pète les plombs, ils disent non, c'est pas possible. Et ils nous ont dit rendez-vous à 4h du matin ici à Saint-Estève. Sur le terrain, on va faire de la lutte. Et en fait, le terrain, il était tout gelé. On avait les genoux qui étaient complètement en sang. On avait fait ça pendant 1 heure. Et pour continuer la punition, le lendemain... On nous a convoqués à 4h du matin au vestiaire, et après on est allé à Canet à 5h du matin en plein hiver. Hein. On faisait des footings sur la plage et pas que, dans la mer aussi. Et je me souviens que ce jour-là... Il a fait mettre les joueurs au bord de l'eau, Renaud Guigue avec un poteau
et rentrer 20 mètres dans la mer. Avec de l'eau jusque-là, à l'eau à je ne sais pas combien de degrés, il fallait qu'on passe, nous, les joueurs derrière Renaud. Et revenir, et ça a duré 1 heure. La moitié s'est congelée. Renaud Guy a frisé l'hypothermie, et alors qu'il n'avait même pas joué. Voilà. Il faut imaginer le scénario, c'était très chaud. Un soir, on nous avait fait marcher sur de la braise. Et nous, c'était focus. Et au bout d'un quart d'heure, ils nous avaient dit, allez, tous, un par un, vous passez sur les cendres. Et on est passé là, en marchant, les uns après les autres. Et on a dit, t'as senti quelque chose? Non, on n'a rien senti, Et personne n'avait rien senti. C'était spécial, mais on a grandi là-dedans et ça a forgé aussi l'histoire du club. Alors au départ, c'est vrai, ce stade, il y a eu beaucoup de travaux. On a été sans stade fixe, ouais, c'était le cas. Et puis après, on est parti évidemment dans plein de coins, Narbonne, Carcassonne. On partait 2-3 autobus, que ce soit à Béziers, à Narbonne. Et finalement, ça plaisait parce que bon, autour de ça, il y avait le repas d'après-match, on amenait des bonnes bouteilles, voilà, et ça, c'était festif, quoi. On est même allé à Canet-en-Roussillon, ça je le dis souvent, alors les plus anciens s'en souviennent. C'était au stade Saint-Michel, un stade de foot, dans un petit recoin, et on recevait le grand Saint-Hélène. Alors celui de Canet-Plage. Les Dragons ont joué à Canet au tout début. Nous battons Saint-Hélène, et Saint-Hélène qui était le leader. Alors, c'était pas l'idéal pour le club parce que, comme Brutus était dans les travaux, c'était une obligation de jouer ailleurs. Je pense que ça a resserré un peu les liens entre les trésistes français. Le fait de s'exporter comme ça. C'est bien de voyager un petit peu, mais c'est très très bien d'avoir ton stade à toi, où tu as tes infrastructures, où tu peux t'entraîner, où tu peux te préparer. Et dès qu'on a commencé à jouer là, c'est vrai que c'est toujours bien, c'est toujours mieux. Brutus, ça reste Brutus. Hein. Surtout qu'avant, les vestiaires qu'on avait étaient sous la tribune gauche. Cette ambiance qu'il y avait à Brutus, on n'a vu nulle part ailleurs. Waouh! Il y a de l'ambiance ici au stade Gilbert Brutus où on attend que ces dragons nous crachent le feu. Le public de Gilbert Brutus est venu en nombre malgré les trombes d'eau qui tombent ici. Match comme on en connaissait avant, sous les déluges de l'époque. 5e et dernier tenu, coup de pied, Raza avec Alambo qui va aller, oui, parce qu'il va pas aller loin ce ballon aussi. Oh là 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 là! Ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Revenir à Brutus, à revenir au Temple était quelque chose d'absolument énorme pour nous. Brutus a toujours eu cette atmosphère du stade du rugby à 13 catalan, bien sûr. Mais ouais, c'était quelque chose de mémorable. On est à l'intérieur des 10 mètres, le ballon qui part Corel. Allez, oui, Chan! Oh! Ouais! Et c'est marqué! Et c'est marqué par Alex Chan! J'étais fier parce que c'est notre stade. C'est un stade pour le 13, pour le 13iste. Alors avec la Peña des Dragons de la tête, on s'était déjà réunis tous ensemble dans le stade pour mettre une grosse ambiance. Et je pense que ça avait été plutôt réussi parce que le public avait été très très chaud ce jour-là. À cette époque-là, voilà, on ne pouvait pas se permettre de faire 2 compétitions. On avait mis quasiment tout sur la coupe. Hein, donc, La Cup, c'est totalement différent du championnat. Le championnat, il faut être bon tous les week-ends. Pendant 10 mois, il faut être performant, gagner des matchs tous les week-ends. La Cup, c'est différent. Il suffit d'être prêt au bon moment. Le parcours, il n'est pas si facile que ça. À l'UFC, c'était une équipe on savait qu'on pouvait faire quelque chose là-bas. Donc, on a fait un super match. Et je crois que dans ce match, il y a un drop de Thomas Bosc, dont là, on n'est pas surpris, puisque Thomas, évidemment, a cette facilité au pied. Mais j'espère pas dire de bêtises, je crois qu'il y a un drop de Jérôme Guisset. Je sais pas du tout. Enfin si, je sais absolument ce qui se passe. C'est que on est à 5 mètres de la ligne et je me retrouve tout seul avec un type en face et je tombe le ballon et je le mets. Mick Potter à l'époque, il m'a dit je te laisse parce que c'est passé, mais plus jamais je veux te voir taper un drop. Et on commence à se dire qu'on allait jouer une demi-finale. Ah oui, les finalistes seront donc connus à 80 minutes de cette vénérable compétition née en 1897. Capital, il n'y a pas d'autre mot. Sorti, Quigley, le ballon pour Maguire sur l'extérieur avec attention, qui est passé. Oh oui, récupéré par Katabi intérieur. Oh oui, c'est l'essai de Maguire. Wow, essai de Casey Maguire. Ce sont les Dragons qui ouvrent la marque après un peu plus de 3 minutes dans cette demi-finale
finale de Coupe d'Angleterre. Je me souviens de cette demi-finale contre Wigan où tout le monde nous prédisait de prendre 40 points et ce jour-là, voilà, les dieux trésistes, on avait tout, les rebonds, tout ce qu'on tentait était pour nous. Pas mal ce coup de pied. Oh oui, au pied, vas-y, allez, Je pense que ça fait partie des meilleurs matchs de l'histoire des Dragons. Wigan était largement favori, mais on a réussi à faire un match de dingue ce jour-là. Et là, on réalise que on va jouer à Wembley, une finale, et c'est vraiment l'émotion, je crois, la plus forte. C'est un rêve qui se réalise, ça paraît pas possible, c'est extraordinaire, je crois que c'est une belle histoire qui commence aussi et on y a cru et voilà, on va y être, mais jour historique pour le rugby à 13 français quand même. Lorsqu'on a écrit cette chanson, on déconnait entre joueurs français, on mettait les bronzés dans le bus. Et donc on faisait que regarder ça, et les Australiens, les Anglais, bien sûr, ils regardaient ça, ils ne comprenaient pas un mot. Le seul truc qu'ils se rappelaient, c'était la chanson qui était « Il y a eu soleil des nanas ». Mais c'est vrai que c'est une chanson qu'on a écrite avec le cœur, en s'amusant, et qui, culturellement, c'est quelque chose de très très important parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par l'équipe fondatrice des Dragons. You know, the club hadn't achieved a lot, you know, in its 2 years as far as being in the Super League, you know, so, you know, this was a moment that, you know, that we could celebrate, making a Challenge Cup final. Quand on est arrivé à Wembley, moi j'étais un peu perdu, quoi, parce qu'on n'était pas prêt à passer. Voilà. Moi, c'était la première fois que je rentrais dans un stade qui faisait 92 000 personnes, où c'était plein, on n'entendait rien quand on était sur le terrain. Quand tu y repenses, en fait, tu te dis Wembley, c'était le premier match en plus, le retour de la Cup à Wembley. Et ce jour-là, il y avait eu 84 000 personnes. Je crois que l'événement a pris un peu le dessus un moment. Tout ce qu'on découvrait était exceptionnel. Le bus qui traverse la ville pour arriver au stade avec ces milliers de personnes qui applaudissent, qui nous encouragent, les médias nationaux qui s'intéressent à nous, les discours, les vestiaires décorés aux couleurs du club, des portraits de joueurs grandeur nature dans le vestiaire. À cette époque-là, surtout moi à 21 ans, j'étais content de l'avoir fait. On découvrait un stade comme ça, un monde bon, on ne s'entendait pas, l'échauffement, c'était une atmosphère incroyable. Tous les supporters qui étaient présents, qui nous soutenaient, avaient l'impression de participer à quelque chose de grand et qui allait plus loin que les Dragons. C'était le rugby à 13 et la France qui étaient représentés. Il y a des images de Wembley qui sont fantastiques, quoi. Les 23 et 24 heures de bus aller-retour nous ont pas affectés, on était prêts, quoi. Des stades comme Wembley, quand tu rentres là-dedans, c'est un truc inoubliable. Ça te marque à vie, ça te marque au fer rouge, ces matchs comme ça. On a notre supporter dans la tribune, mais aussi on a beaucoup de supporters anglais qui est une catalan pour la journée. Je crois que la première victoire, déjà, c'est d'être ici aujourd'hui. Je crois que mesurons un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais je sais que Saint-Helens ne va pas lâcher la Cup comme ça. On est peut-être sorti un peu de notre match, tellement on n'était pas habitué à ça.
sur une équipe de Saint-Helens qui était quand même supérieure. Mais ça a été une super expérience pour nous, joueurs, pour le club, pour les supporters. Se retrouver après 2 ans, déjouer les pronostics aussi. Parce que personne ne nous voyait là. Mais d'avoir fait ça, c'est le charme de la Cup aussi. Pour le club et pour la ville et pour le rugby à 13 français, ça a été une exposition formidable. L'issue est ce qu'elle est, mais ça a préparé la suite. Pour revenir un petit peu à la saison 2006-2007 où on finit dernier, en 2008, on arrive à franchir un petit peu ce cap. C'était une saison où on est arrivé à être au niveau. On avait un super groupe, de très bons joueurs, avec de très bonnes recrues. Un qui pour moi a laissé une empreinte énorme. Pour le club aussi, c'était Clint Grinchilds, qui je pense était très doué. Et il a trouvé vraiment sa place au Dragon. Mais 6e. En même temps, Louis, ont-ils le choix, ces joueurs? Oh oui, bien, la passe à l'intérieur pour Clint. Allez, Clint. Oh oui, Clint Grinchilds qui marque. C'est un match de folie. C'est un match de fou. Lui jouait arrière, moi j'étais demi. Je me souviendrai toujours, j'attaquais la ligne, je faisais la passe comme ça et je l'entendais, je le sentais et à chaque fois il arrivait plein fer. Et, ce feeling là sur le terrain que malheureusement après j'ai jamais eu ça avec un autre joueur. Alors oui, il y a des matchs qui survivent en fait au temps. Celui de 2008 contre les Harlequins. On est à égalité, fin du match très serré contre Londres qui vient avec des joueurs très agressifs. Oh non, il n'y a pas d'en avant. Oh tiens, mais tiens, c'est pas vrai. Alors là, quelle escroquerie. Et ce qui devait arriver arriva. 24, je crois, au score. Dernière pénalité. Et là, tu te dis, pénalité, forcément, ça va être contre nous parce que la tartine est tombée toujours du côté de la confiture avec les Dragons. C'était comme ça. Non, je ne rêve pas, c'est un cauchemar, Louis. Oui, c'est un cauchemar. Oui. Ce soir, c'est un cauchemar arbitral. Et là, pour le coup, non, elle tombe pas du mauvais côté. Pénalité pour nous. C'est fini, plus rien à jouer. Thomas Bosc prend la pénalité. Thomas tape un coup de pied. Je ne sais pas si les gens se souviennent bien de cette action, mais Thomas, il tape un coup de pied. C'est une vraie 40-20. C'est un coup de pied très long. La pénalité sort profondément dans le camp de l'équipe des Queens. Et là, Thomas entre en scène, on lui donne le ballon, tape ce coup de pied en profondeur et Clint Grinchilds, qui est certainement le meilleur arrière, pour moi, le meilleur arrière que les Dragons aient eu, qui récupère le ballon qui a plaqué. Allez, on y va. C'est parti, Louis. C'est fini. Voilà. Petit coup de pied donné par Thomas Bosc. Oh, c'est très pas mal. Allez. Et en fait, ce feeling-là, un petit peu que j'avais avec Clint Grinchilds, ça représente exactement cette action-là. Et j'entends, en fait, Clint, vas-y. Et moi, je fais ça, poum, je tape. Et lui, je le vois passer comme une balle, comme ça. Et en fait, quand il attrape, il glisse et il aplatit. Et là, c'était explosion. Et je me souviendrai toujours Rodolphe Pires qui crie. Wow, c'est exceptionnel. Ce jour-là, on a été mais, épouvantable de chauvinisme, de parti pris, enfin, encore plus que d'habitude, je pense. Mais là, c'était affreux. Les Dragons catalans, quand on a gagné ce match, oui, on peut aller jusqu'à Old Trafford et même plus loin si on ne prend pas la bonne sortie d'autoroute. Et à partir de là, on a franchi les paliers et on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose. Les bons résultats qu'a eu Mick Potter à Perpignan ont fait que sa notoriété a augmenté. Il est reparti donc dans un grand club. Et là, pareil, je suis reparti. C'était, je crois, la Coupe du Monde 2009. C'est ça, la Coupe du Monde 2009. J'avais rendez-vous avec un des plus grands joueurs de l'époque et qui commençait un petit peu sa carrière de coach. C'était Kevin Walters, qui avait été une légende de notre sport. Kevin Walters, c'était plus dans l'humain, dans l'affect. On voit aujourd'hui que c'est le coach de l'Australie, des Broncos. Il avait un gros réseau, parce que quand on regarde l'équipe qu'il y avait quand même en 2009 avec Adam Mogg, avec Jason Riles et Greg Bird, c'est lui qui l'a constitué. Greg Bird, d'une férocité sans équivalence.
type exceptionnel. Je crois que Greg Burr, c'est une légende aujourd'hui en Australie. Greg Burr a passé une saison chez nous, m'avait promis de revenir, finir sa carrière chez nous. C'est quelqu'un qui a une parole, c'est quelqu'un qui a marqué le club, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire des Dragons catalans. Et après, en 2009... Il nous reste 2 matchs et il faut gagner un match sur 2. On joue Wakefield à domicile et si on gagne, on est sûr de faire les playoffs et on savait que quand même on avait une bonne équipe. À Brutus, les Dragons perdent contre Wakefield. Donc tu te dis, on ne peut pas se qualifier. Donc on va à St. Helens en se disant il faut absolument gagner pour faire les playoffs, mais personne n'osait y croire à part le staff et les joueurs. Stéphane Gouache m'envoie un texto, le fils du président, juste avant le match, pour me dire mon père ne veut pas écouter, on est parti à la chasse, je prends le poste. St. Helens n'avait rien à jouer. Donc l'a pris cool ce match-là, et toi il faut le gagner. It's going to take a mammoth effort here. Alima's in for the try. It's the final hooter. Saint's got to get on with the job. Thomas Bosk, one ball outside, great cheers. Great cheers. Went low, yes, all the way. So there's the hooter. Playoffs coming down. Need to build something. Tu gagnes à St. Helens. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils ont pleuré. Ils n'y croyaient pas. Et tu vas jusqu'en demi-finale cette année-là. Passer de presque non qualifié à 80 minutes d'Old Trafford. Very lazy indeed. This is Adam Mogg. Adam Mogg out wide they go. It is a try for Vincent Dupont. Et en fait, on perd ce match à Leeds en demi-finale chez eux, 27-20. On passe vraiment pas loin de connaître cette première finale de Super League à Old Trafford. Bienvenue dans ce journal. Ce sont donc une nouvelle fois des chutes de neige exceptionnelles pour la saison qui ont touché le sud de la France. Même une des villes habituellement les plus ensoleillées de France n'est pas épargnée. Perpignan, altitude 0, a pris des airs de station de ski. Ouais, j'ai connu ce moment-là. C'était contre Castelfort, ce match-là. Il avait neigé, je crois, 35 ou 40 cm. Le terrain était blanc. On a aidé la mairie à déneiger le terrain pour qu'on puisse jouer. Ouais, c'était, on s'est mis à tous et on a déneigé avec les pelles et en avant. Et donc, le matin, on avait fait un réveil musculaire. Depuis la création, il y a quelque chose qui a pas changé, qui est pour moi un gros point fort, ça a été la simplicité. Avant qu'il y ait la construction de la nouvelle tribune, il y avait les gradins dans le virage, et derrière il y avait un gros chapiteau pour les jours de match. Alors les soirs de tramontane, tu t'accrochais, parce que ça faisait toute la soirée, et on devait quand même parler, faire le réceptif d'après-match. C'était hyper convivial et en fait ça montrait le côté, l'envie de bien recevoir en fait, au stade, de se sentir bien. Les partenaires sont toujours restés fidèles, comme quoi c'était sans doute plutôt le fond qui primait que la forme. Alors évidemment maintenant c'est plus luxueux et c'est encore mieux. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais côté architectural, ça a quand même amené une grandeur au stade. Et après, de l'intérieur, on ramène quand même un côté un peu plus classe, un peu plus à l'attente peut-être de certains partenaires. Et puis après, bon, toute la partie assise est quand même importante. Et là, je pense que tous les supporters sont contents. Mais écoutez, on sortait de grands coachs, David White, Mick Potter, Kevin Walters. Et quelqu'un est venu à moi. Il s'appelle Trent Robinson. Je le connaissais, Trent, puisqu'il jouait à Toulouse. Mais en fait, j'étais là en 2005-2006 quand ils ont commencé. Et c'est moi qui ai appelé Bernard et j'ai dit j'aimerais venir et mélanger les deux choses que j'adore, c'est la France et entraîner le rugby à 13. Et le seul passage pour ça, c'était en Super League, dans le haut niveau, c'est catalan. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait vraiment quelque chose dans Trent Robinson. Bon, on a passé des heures et des heures à discuter et je sentais que derrière ce jeune entraîneur, il y avait beaucoup de recherche, et puis de psychologie, beaucoup d'observation des joueurs. Et surtout, il amène une façon de jouer un peu différente de ce qu'on avait habituellement. Il voulait qu'on joue vraiment à la française, c'est-à-dire qu'on joue, qu'on prenne du plaisir à jouer, qu'on écarte les ballons, qu'on fasse un rugby, un spectacle. Mais c'est vrai que tu récupères Robinson, l'année d'avant, t'es dernier avec Kevin Walters en 2010. Robinson arrive, il n'a pas d'expérience. Il a joué, il a été co-entraîneur au Toulouse Olympique. Tu le récupères à lui, dis ça va être compliqué. Mais il a fait cette bulle sous laquelle il a mis et maintenu ses joueurs avec les résultats qui ont été les siens ensuite. Moi j'ai deux piliers qui j'ai entraîné, qui est gentil et
social, tout le monde aime. Et c'est Warrior Hargreaves, Jared et Fef. Là, on pouvait voyager avec des mecs comme ça. David Ferriol, qui était peut-être le meilleur pilier du monde. Il fallait des joueurs français qui répondaient aussi à cette exigence. Et David, il avait toutes ces qualités-là pour être dur, pour avancer, pour se mettre en face des joueurs, des piliers de l'époque qui étaient aussi très costauds. Je raconte cette histoire souvent, que c'est les décapiter un jour. It's just not quite at the races this game that it's very... Oh dear! Oh, I tell you what, Ferriol's in... J'ai vu un croisement des joueurs de Bradford et Fef et les rives de l'intérieur. Et tu vois un croc sans tête et le bras de Fef. Et on a pris 3 matchs, bien sûr. Et il n'était pas compris pourquoi il a pris 3 matchs. Et moi, Non, après, il y a cette anecdote incroyable. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, ça par contre. C'était Ferriol, c'était un babar, hein, quand même. Le type, il fallait plutôt être copain avec lui, tu vois. Et je ne sais pas, il sort... Et à un moment donné, il me dit, Korkidas, je vais me le faire. Korkidas, c'était le pilier de référence en brutalité, en férocité. Et donc, Ferriol avait besoin de le détruire pour exister. C'est ce qu'il a fait. Ouais, les playoffs. On va les faire. Oh, attention, il s'est fait mal. Aïe, il s'est fait mal, David. Il s'est fait mal, David Ferriol, il est resté au sol. Korkidas prend le ballon, lancé comme un obus, et Fef, il va pareil, lancé comme un obus. Le choc est majeur. Tous les deux tombent complètement KO. Et là, bien sûr, je me précipite sur David. J'essaie d'attraper la langue parce que si le risque dans un trauma crânien majeur, c'est d'avaler la langue et je ne trouve pas les dents. Enfin, je me rends compte qu'il n'a pas de dents de devant. Je me dis peut-être qu'il a avalé les dents sur le choc. Panique, je me dis il va y passer, quoi. Le docteur Philippe Roch, médecin du club, médecin urgentiste, ça tombe bien. Alors on va revoir ici. Bing. Oh, ouais, mais là c'est un choc de... c'est un choc de papa. Hein. Et donc je vois ce garçon qui petit à petit revient à la vie. Korkidas, pareil, il est au fond du seau de son côté. Là j'ai vécu la brutalité majeure. Ferriol, un Français, qui nous a montré la marche à suivre. Et j'aimerais qu'il y ait d'autres petits Ferriol qui pointent le nez. Globalement, sur toutes les années au Dragon, celui qui m'a le plus marqué, c'est Steve Menzies. Steve Menzies, putain, c'est lui, c'est un phénomène. Tout le monde connaît ses qualités intrinsèques, mais ses qualités humaines, c'était vraiment formidable. Là, je ici chez nous, je vois déjà les gens dire 40 ans, qu'est-ce qu'il vient faire, hein, tout ça, mais c'était un enfant. C'est un joueur sensationnel et le fait qu'il ait joué jusqu'à 39-40 ans, c'est absolument impressionnant. Je ne connais pas une seule personne au monde qui n'aime pas Steve Menzies. Je pense qu'en tant qu'homme, il était sensationnel. Well, something has got to give at the magnificent new Langtree Park tonight. Both Saints and the Dragons are unbeaten so far. Je sais qu'on démarre bien la rencontre. 12 months ago against Hull Kingston Rovers, Ian Henderson. Short ball from him, they are in here with Remy Castell. Ensuite, Saint-Étienne chez eux, c'était quand même du solide. And it's with Gaskell. He drifts the kick in behind the defence. Foster is there! First try for Jamie Foster. Gaskell gets it to Lomax. Drop of the shoulder from Lomax. Brilliant pass. On prend 2 ou 3 essais et puis j'avais Trent en haut. Ne t'inquiète pas, Laurent, sois positif, on va y arriver. On a pris la foudre et puis il avait eu raison. On remonte. Here, 26-18. And here is Damien Blanche. And here is Scott Durow and Catalan Dragons. 2 quick tries. Il nous reste, on a 4 points. Et de toute façon, il n'y avait pas trop. Si on voulait gagner, il fallait tout donner et tout tenter. La corne qui sonne, dernier tenu, dernière chance de marquer. Côte Duro qui fait un jeu au pied.
transversale sur Steve Menzies, ça y a un cafouillage. Le ballon tombe par terre, on fait des passes. C'est Breguin qui essaye de taper un coup de pied, mais il le manque. Au final, heureusement qu'il le manque. Derrière, ça ressort. J'ai le ballon, je pensais que j'allais marquer, mais en fait, je me fais arrêter net. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je sors le ballon, 2-3 passes encore. Et c'est Daryl Millard qui finit en coin avec un essai dont il avait le secret. Il avait ce petit crochet. Quand j'ai vu qu'il avait le ballon dans les mains, je me suis retourné, je le vois. Je me suis dit, c'est bon, on va marquer là. Hop, il arrive à plonger. Et là, on revient à égalité. Donc, Trent descend à ce moment-là quand on marque. Et il y a cette transformation à la fin dans l'angle où c'est Scott Turow qui la prend, qui était un très très bon buteur. Trent, tu dis, c'est bon, tu te la sens, et il fait, t'inquiète. Et du bord de touche, il transforme à la dernière seconde et on gagne ce match à Saint-Hélène. It's a famous win for the Catalan Dragons at the home of St Helens, and the Saints fans cannot believe what they have seen. Mais ça ne vient pas que sur le coup et on dit c'est le talent des joueurs sur le coup. C'est qu'on le travaille à l'entraînement. Oui, parce qu'on avait un jeu qui était assez dur à défendre, mais on n'avait pas la défense pour gagner un titre en Angleterre. Et ça, c'est la seule chose. J'ai reparti en Australie pour prendre le Roosters, mais on avait 1 an ou 2 ans de plus avec l'équipe dans cet style de jeu, d'améliorer certaines choses pour aller plus loin. Laurent Fressinou était adjoint de Mick Potter, avait été adjoint de Trent Robinson. Donc j'avais pensé aussi que c'était le tour de Laurent. C'était surtout l'entraîneur français le plus prêt pour driver une équipe de Super League. Le fait de passer entraîneur en chef, c'est une étape de plus. 2013, et ouais, il faut savoir que j'ai 36 ans et j'ai vraiment cette volonté de devenir entraîneur en chef. On était tous contents ici parce que voilà, enfin un coach français. Et voilà, Laurent était assistant depuis 2007. Moi, dans ma philosophie, il était important que justement le club soit pérennisé avec des joueurs français. Je remercie Laurent parce que quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a fait faire mes débuts. J'ai commencé à progresser avec Laurent Fressinos. Voilà, content de Fouadia se retrouve le meilleur marqueur de l'histoire des Dragons à l'heure actuelle, que tous sont près de 100 matchs de Super League. Et j'ai le plaisir de les retrouver en équipe de France, mais de voir leur évolution. Voilà, ça fait plaisir et on se dit que voilà, on n'a pas fait ça pour rien. C'est l'année 2014 où on fait une demi-finale. Ouais, c'était avec Laurent, je me souviens de ça. Et c'est vrai qu'on a fait un beau parcours. C'était pas la plus belle saison qu'on ait fait en 2014, je me souviens très bien. Ouais, il y a eu des choix qui ont été faits dans le club, donc des joueurs qui ont été écartés. On s'était un peu recentré sur nous-mêmes, on s'était resserré avec tout le monde, on avait réussi à créer un groupe. Et derrière Thomas, derrière Greg. Et à partir de là, on est parti à Leeds pour gagner, quoi. Premier tour de play-off, on joue contre Leeds. Et là, on finit 8e de la phase de classement. Et on joue contre Leeds qui avait fini premier, je crois. Donc là, c'était des play-offs qui étaient différents d'aujourd'hui. Et je me souviens, Bernard nous dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, ce soir, on gagne. Et Bernard il dit, arrête, il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis, non, ce soir, on gagne. Et on a gagné. 5e et dernier, Williams. Le coup de pied de Williams à la barre comme chute de pouce, la réception du ballon. Qui a touché avec Hardecker. Prenez-le, Hardecker, prenez-le. Mais non, bon sang de moi. C'est pas possible. On n'a pas réussi à le maintenir dans la but. C'est pas possible. Il n'y aura pas le renvoi sur les poteaux, je crois que c'est lui, Louis. Oh, perdu. C'est gagné. Je me souviendrai toujours de cet essai de Sam Williams à la dernière seconde où il grappille un ballon sur une faute de Tom Briscoe quand il sort de son en-but, il fait un en avant. Sam Williams qui récupère, qui aplatit. Et gagner Leeds, donc, qui était champion en titre à Leeds, alors que jamais les Dragons n'avaient gagné encore là-bas. Je pense que ce soir, on a montré ce qui était joué entre copains, les gars. Ok, on s'est signé du début jusqu'à la fin. Après, on va à Huddersfield, je me souviens de quelques moments marquants. Ouais, c'est vrai que je me souviens de ces lumières qui ne fonctionnaient pas. Il y a une grosse panne d'électricité dans le stade, plus de lumière sur le terrain, plus de lumière dans les vestiaires. Donc pour s'habiller, on s'habillait
avec les téléphones. Et après, donc, on est sorti dehors, bon, on a fait l'échauffement, mais bon, on voyait quasiment rien, quoi. Et au bout de 10 minutes, il y a Laurent Fressinous qui nous dit oh, « Venez les gars, on va sur le terrain ». Et Laurent qui nous dit « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez jouer ce match ou pas ?» À l'heure actuelle, il nous demande de savoir, connaître notre décision si on veut jouer ou pas. Ok. Moi, si vous voulez connaître la mienne, c'est on joue. Et je pense qu'on était, on voulait pas refuser, on était prêt à jouer. On savait que c'était notre moment, on était prêt. Et... Peu importe ce qui allait se passer, on s'est dit non, on joue. S'il avait neigé, on aurait joué, on aurait tout fait pour le jouer ce match. Ce garçon-là, ça ne sera pas la même musique. Ouais, bien joué. Il a bien décalé son ailier. Allez, on le filme. Allez, on le filme. Oh, il est passé. Allez, Mike. Vas-y, Mike, accélère. Allez, vas-y. Ouais, c'est marqué par Mike Oldfield. Cinquième et dernier tenu. Coup de pied de Thomas Bosk. La chandelle Thomas. Il y a 2 contre 1 là-bas. Relayé. Récupère Simon. Vas-y, Pomer. Oui. Wow, c'est fini. L'aventure continue. L'aventure continue. Les Dragons sont en demi. Et on gagne ce match. Huddersfield qui était une grosse équipe à l'époque. Et on gagne, on fait un sacré parcours. Chacun d'entre vous, je pense que vous devez être fiers, et vous pouvez être fiers de porter ce maillot bien haut. On arrive contre Sainte-Hélène, et là c'était plus compliqué, on arrivait au bout, on avait fait 3 déplacements d'affilée, je crois qu'on perd de 40 points, quelque chose comme ça. It goes to Williams. Williams was cleaned out after the kick had gone. The referee was happy with that, and somehow Whitehead smothers it away, and this is Escaré, and I think this will be... Flanagan gets the ball back to Wellens. Wellens gives it to Adam Swift. He's off down the line, it's Swift. He backed himself to beat the fullback, and he backs himself to get to the corner. Voilà, on est arrivé là où on pouvait arriver, quoi, je pense. C'était mérité. À Sainte-Hélène, ça fait un très bon match, nous aussi, mais bon, il nous manquait un peu de fraîcheur, je crois. On a tout laissé à Sainte-Hélène, on a tout donné, sauf qu'on n'avait plus rien dans le réservoir. On était tous cuits, et je me souviendrai pareil toujours, à la fin du match, je me suis dit, si on avait gagné là, je ne sais pas comment j'aurais fait pour jouer une finale. Donc c'est vrai que tout le monde, ça a été une belle épopée, tout le monde a tout donné. Il y a un joueur qui, pour moi, a été constant et techniquement très doué. Hein. Je pense à Thomas. Thomas Bosk, je me suis bagarré pendant des années. Parce que Thomas, quand il jouait, était pour moi le meilleur demi d'ouverture de France, mais tout rugby confondu. Thomas, c'était le petit maestro. Voilà, c'est un joueur qui techniquement était très fort. Une analyse du jeu ultra rapide, avec une capacité à jouer dans l'espace aussi ultra rapide. Donc, et c'est vrai qu'avoir un poste de demi d'ouverture en Super League, c'est pas facile, et notamment quand tu es jeune. Voilà, c'est un joueur très intelligent, très fin, qui nous a mené ce côté velours. Bon, l'enfant du pays, hein. C'est quelqu'un qui connaît le rugby, qui sent le rugby. Et lorsqu'il joue, il décontracte tout le monde qui est autour de lui parce qu'il parle énormément. Mais c'est vrai qu'il a laissé une empreinte fantastique dans le club. Et je pense qu'il a été une des idoles de beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui aujourd'hui jouent en Super League. Peut-être ils sont un peu plus vieux maintenant, mais c'est quelqu'un que je pense a laissé une empreinte indélébile dans le club. J'ai le souvenir de cet essai qui marque, un coup de pied droit, un coup de pied gauche. Voilà, ça c'est... J'en ai rarement vu comme ça. Muniz, Bird, here's Bosk. Oh, it's a nice dink over the top. He read that perfectly. The bounce is super. And again. Oh, sensational! Fantastic try from Thomas Bosk. On en parle encore, donc c'est que ça a marqué, ça fait toujours plaisir. Et en fait, j'avais le sourire qui était figé. Enfin, je me suis dit, je viens de marquer un essai de dingue que je remarquerai plus jamais de ma vie. Et je pense que voilà, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs avec qui je joue. 2017, ça a été une année très compliquée. Je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont changé pendant l'année. Aucun résultat. Je pense qu'un manque d'implication. Ça nous a coûté dans la durée. Laurent est parti en milieu de saison. Et Laurent fait chez nous, je crois qu'il fait 4-5 ans avec nous. Après, la compétition est difficile. Les recrues ne sont pas toujours
à point nommé, voilà, c'est compliqué. Ça a été difficile pour lui et difficile surtout pour moi aussi de dire à Laurent Flexinou qu'il devait passer la main. Voilà, Laurent n'a pas été encadré. Il n'y avait pas tous ses adjoints, tous ses assistants. S'il y avait des choses à refaire, sûrement que je changerais une paire de trucs, mais c'est le club qui m'a donné une opportunité et ça, je leur en serai toujours redevable. Laurent se fait remplacer par Steve. Steve est venu avec l'esprit de faciliter les choses, de jouer simple. Je me rappelle le jour où il est arrivé avec énormément de positivité. Et c'est ce qui manquait dans cette équipe. Il est arrivé avec une bouffée d'oxygène totale. Regardless of the club situation at that time in 2017, I thought, this is my chance, this is my opportunity, and decided to take it. Même si on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, parce que on a quand même perdu énormément de matchs et on s'est retrouvé dernier à faire le Million Pound Games à Lee contre Lee. Le Million Pound Game, c'est un désastre. C'est le match de la dernière chance, c'est la guillotine en fait. Ou tu gagnes et tu restes en Super League, ou tu perds et tu descends en Championship. Et pour les structures que tu mets en place et ce que tu imagines pour l'avenir, c'est une catastrophe. Parce que nous, de l'extérieur, tu te dis les joueurs français vont rester pour le maillot, pour le club. Non, les clubs anglais se sont positionnés et tes meilleurs joueurs vont partir. Donc tu te dis, si demain tu perds, c'est la fin d'une histoire. C'est assez compliqué parce qu'on sait que si on perdait ce match, on descendait en deuxième division. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on voulait bien faire. Je te dis que peut-être c'est ce groupe-là qui pourrait faire redescendre les Dragons avec toute l'histoire et tout ce que le club avait pu mettre en place. Je suis quelqu'un de passionné qui vit pour le club et je voulais surtout pas être un joueur qui ait fait descendre le club. Here is Ayton. Walsh, Myler and Tierney is in! Catalan cross again! Nearly at the bottom, which would have been relegation, and I think that would have been very difficult for the club. But I think from that it was a realisation there that we clearly, I was there to help change things, and we started to set about doing that. We'd already done that, but we needed to survive that game to put the plans in place. But there was a nice calmness about the group. They understood what we needed to get done, and we had some experienced players there that really helped. Sammy Moore in particular was awesome in that game. Walsh directing operations. Walsh, little dummy from him, and Fouad Yaha will wrap it up for the Dragons. A well-deserved try. Steve Mack and his German celebrate. Mission accomplished. Catalan will be in Super League in 2018 now for sure. Je me rappelle quand on gagne, on n'a pas sauté comme des fous pour dire super, c'était plus un soulagement qu'une fusion de joie. Tu vois, Je ne sais pas si les Dragons, si ce jour-là ils avaient perdu Ali, si on aurait pu célébrer leurs 20 ans Super League. « 2018, ça a été une année un peu compliquée en championnat. En début d'année, je me rappelle qu'il n'y avait pas les victoires qu'on voulait. Déjà, cette saison, on fait un très mauvais départ. Je crois qu'on perd 8 de nos premiers matchs, quelque chose comme ça. Et je me posais pas mal de questions parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas. And I remember getting a phone call off Bernard saying, Steve, I need you to come up the mountains this week and I need to speak to you at my house. And he opens the door, welcomes us in, he's cooking, he's doing his steaks, he's giving us a beer, and basically he just said, look, I really enjoy what I'm seeing. You're on the right track. The results aren't going our way, but stick at it. We're all behind you. And that support from Bernard was immense at that stage. It gave us real confidence to carry on and kick on. Je parlais beaucoup avec Steve, j'étais très proche de lui. Je dis, mais là, ce qu'on fait, c'est pas bien. On perd tous les week-ends, ça faisait 8 matchs d'affilée. Il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, t'inquiète pas. J'ai vécu la même chose à Bradford. On a perdu 15 matchs d'affilée, on finit champion à la fin de l'année. Je croyais pas, j'y croyais pas. Et au final, en fait, petit à petit, ça a pris.
Ça a pris, on est resté positif, on a pris du plaisir, on venait à l'entraînement avec le sourire. Et en fait, ça a fonctionné. Déjà, je pense qu'il y avait vraiment un vrai groupe, une équipe vraiment soudée où, que ce soit joueurs étrangers, français, le groupe vivait bien ensemble, même si on débute très mal la saison. Et il avait réussi à nous donner cette confiance et nous faire croire à l'époque qu'on était imbattables. On a réussi à gagner quelques matchs. Avec ce premier tour de coupe, il me semble qu'on va à l'IFAX ou quelque chose comme ça, on arrive à gagner. Et après, oui, ce match, cette demi-finale contre Saint-Helens. On joue la demi-finale contre Saint-Helens, qui à l'époque était invaincu sur toute la saison, n'avait pas perdu encore un match, qui venait de gagner la Super League. Et tout le monde nous a annoncé perdant. On n'y croit pas à cette demi-finale. Les Dragons sont dans une mauvaise passe. Saint-Helens est en pleine bourre. Tu te dis, mais on va se faire croquer et combien on va en prendre? Drinkwater again, back to Lange, quick hands from Gigo, it went along the ground, referee says play on, and Lewis Tierney will dazzle his way over into the corner, and the referee does not... Avant le match, Saint-Helens, ils étaient contents de nous tirer, quoi, et tout le monde était en train de fêter genre, la victoire avant qu'on ait joué le match. It goes left, Drinkwater with a double pump tackle, and it's a try, Benjamin Garcia. They were untouchable, they were unbeatable. We weren't given a chance, but the players knew, the coaches knew. Our game plan was superb, attack and defence, and the players, the energy they brought into that game, it was sensational. Makes me tingle now. Space in which to run, and he's going to run it, and out it goes to Julian, and Julian comes back on the inside and gets the pass away, and Gigo will score! Tony Gigo will score! C'était tout, l'atmosphère avant, le sentir c'était... Bon, on était habités, sur ce match-là, on était habités. Je suis fier de suivre cette équipe-là, qui produit ce jeu-là, de ces joueurs-là, de Makilo Room, de Tony Gigo, de Rémi Cassi, de Jason Baitieri, de David Mead. Elle était juste incroyable. Elle était dingue, cette équipe-là. Drinkwater, Lange, no. Saint-Helens était tombé de haut, on ne pensait pas, je pense, aussi fort. Et ils ont été vraiment surpris. Et là, on a senti qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et puis tu te retrouves à Wembley. Et après, il y a cette finale où, pareil, je pense qu'on surfe un petit peu sur cette confiance-là. Et tu sentais les joueurs qui étaient prêts. Moi, j'étais déjà là à Wembley en 2007. En fait, c'est difficile de séparer les deux. Les deux n'ont rien à voir. La finale 2018, elle est tout à fait différente parce que les joueurs ont changé. Les joueurs sont arrivés avec une grande confiance. Et c'est vrai, tout transpirait la sérénité. Ces garçons-là n'étaient pas du tout impressionnés par le cadre. C'est pas le cas en 2007, par exemple. It was the morning of the game. We went for the team walk. And as we're walking on the team walk, the boys are playing music on the speaker, and I'm looking around it going, we're going to win here. You never know as a coach, you never can't be saying, but I thought, we're going to win. Because I don't know what it was just the feel, the sensation around the group there. They weren't fazed by what was about to come at Wembley. They weren't nervous, they were actually just excited about what they were about to do. Ouais, pour un joueur, je pense que, surtout moi que j'étais jeune, c'était énorme. D'arriver dans un stade emblématique comme celui-là, c'était fabuleux. Après, moi je me mettais la pression un peu. Après c'est une finale, tu veux la gagner, c'est la première que je faisais de ma carrière. T'as pas la chance tous les week-ends de jouer dans des grands stades et des stades aussi légendaires. Ça a été une expérience complètement folle d'avoir la chance d'avoir tes amis, ta famille. I will say, the French national anthem, I'm an Englishman, but I'm an adopted Frenchman now. When we lined up there listening to the French national anthem, it was one of the best feelings of my life. Oui, cette Marseillaise à Wembley nous donne déjà des frissons dans le dos.
Finale de la Challenge Cup 2018 ici à Wembley. Les Dragons face au Wolverhampton. C'est parti après cette perte de balle. Avec ce ballon joué par Langui. Langui avec David Mead. Mead de ballon pour Benjamin Julien qui garde la balle. Premier essai marqué par les Dragons au début de match. Après une perte de balle. On va la suivre cette série de Toulouse, c'est le 4e. Avec Benjamin Garcia tout seul. Il a marqué. Garcia a marqué. Il est accordé. Regarde, il y a 40 minutes d'un truc de fou, d'accord? On a fait des sacrifices pendant des années pour arriver là, d'accord? On n'a jamais rien gagné. Donc on va rien lâcher, d'accord? On va rien lâcher. On donne de tout là. D'accord? Ça se rapproche avec Julien Bousquet. Il faut faire plier maintenant et pourquoi pas enfoncer le clou avec Sami Tonelangui. C'est maintenant qu'il faut marquer. C'est maintenant qu'il faut marquer les garçons. Ils vont marquer. Yes, il marque les premiers. Et la fin de match en 2018, elle est terrible parce que les secondes durent des heures. Ça risque d'être dangereux. Attention parce que je tombe à un bout de ligne. Et voilà. Non, il a essayé. Il est bien en touche. Oui. Oh, magnifique. Oh, Robert, c'est à qui tout double maintenant. Robert, le coup de pied de Robert. Avec Fouad. Attention Fouad. Attention Fouad. Non, c'est pas vrai. Non. Oh, sauvé. Pénalité. Alléluia. Et au moment où la sirène retentit vraiment, alors là c'est un truc, c'est très très étrange. Il reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1, c'est gagné. Oh, allez, en touche, c'est gagné. C'est gagné. C'est fabuleux. Et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie professionnelle. Pour la première fois, j'ai pleuré. On pleurait aussi pour ces garçons qu'on avait vus pendant des années, parfois dénigrés, parfois reconnus à leur juste mesure. Et là, enfin, c'était la récompense. Imaginez-vous un petit peu le club des Dragons, dernier arrivé dans la compétition, et 10-12 ans après, ravir un club français qui rentre la Coupe d'Angleterre en France. Les supporters qui ont fait ce déplacement l'ont vu, ont été remerciés par les joueurs qui sont approchés d'eux. On a rendu tout un peuple heureux, que rien qu'en gagnant un titre comme ça, tu rends heureux beaucoup de personnes, et ça, il faut vraiment s'en rendre compte que c'est pas juste nous, c'est vraiment tout un peuple français trésiste. C'était exceptionnel. Déjà, quand on gagne le match, et j'ai versé des larmes de joie. J'arrivais même pas à m'arrêter, c'était vraiment une émotion très intense. C'était les larmes qui sont sorties des yeux, quoi. Tout le monde on croyait rêver, on se pinçait parce que bon, on disait, nous, arrivés là, il y a des clubs qui n'ont jamais remporté ce trophée mythique. Revenir avec la cup, faire ce trajet en bus, la réception ici, là, au pied du Castillet. Mais c'était incroyable, tout ce travail, enfin. Et c'était une grande fierté pour tout le monde. La France a gagné aujourd'hui. Rémi Castille, le capitaine des Dragons catalans, à Wembley, dans le temple du sport britannique, soulève le plus beau des trophées. J'étais tellement heureux de gagner quelque chose avec les Dragons et comme je l'ai dit, de le vivre avec tout le monde, parce que c'est aussi ça le rugby, c'est la camaraderie, les copains. Et j'ai pas tellement vécu ce trophée d'homme du match. J'étais plus dans l'esprit de gagner tous ensemble et voilà, d'être les premiers à enfin gagner un trophée pour les Dragons. On avait compris qu'on marquait l'histoire du club à jamais, et ça, c'est la plus belle chose. Tu rentres de Wembley dans l'avion avec la Challenge Cup. Greg Bird, qui n'a pas joué, qui était suspendu, qui s'assied à côté du pilote avec la Cup, là. Richard Weeks, qui sert le champagne et qui se transforme en hôtesse de l'air pour servir le champagne à tout le monde. L'accueil des joueurs à l'aéroport, c'est fou.
Les 2 jours qui ont suivi ici à Perpignan ont été fabuleux aussi. Je me rappelle le monde qu'il y avait, je crois que c'est 4 ou 5 000 personnes au Castillet. Ça fait partie des grands moments de l'histoire du Dragon catalan, bien sûr. To be part of the first team ever to win a trophy for the Catalan Dragons, to represent France, to represent Catalan, to represent the people of our region, and for every supporter that was ever involved in the club. The reception going back to Perpignan was something exceptional. Je me souviens de 2018, quand on est reçu au Palau de la Generalitat à Barcelone, et le président Bartomeu dit à Bernard, si vous voulez, vous pouvez jouer au Camp Nou. Donc c'est le président Bartomeu qui nous propose de jouer donc la saison d'après à Barcelone, au Nou Camp. Et Bernard Gouache me balance ça. L'an prochain, on va jouer au Camp Nou. Le top 14 a réussi, au bout de je ne sais pas combien d'années, à y faire une finale. L'USAP n'a jamais réussi à jouer au Camp Nou. Et toi, tu gagnes la Cup, tu es présenté à la mi-temps d'un match. Et 6 mois après, tu joues là-bas, sur ce terrain-là, c'est fou. Et puis on s'est engagé dans cette aventure extraordinaire, encore une fois au Wigan, puisque Wigan est l'équipe qui nous suit un petit peu partout. Mais je crois que ce jour-là, ce qui m'inquiétait vraiment, c'était ça, c'était l'affluence. Parce que j'ai beaucoup de confrères qui étaient persuadés que le Dragon ferait flop. Il faut le remplir quand même. D'ailleurs, ce qui a fait un carton, c'est ce chiffre, c'est plus de 33 000 personnes. Au-delà du résultat, je pense que les gens retiennent plus qu'il y a eu 33 000 personnes. Le record d'un match de Super League a été battu au Camp Nou, donc le pari a été réussi. Voir ce Camp Nou avec tant de Catalans, c'était magique, quoi. Et les supporters de Wigan qui avaient joué le jeu aussi. But the Camp Nou was such a big event. Like, you had to be there to understand that was another Challenge Cup final for the club. That game, in the cathedral there of the Nou Camp, it's like a religious thing for the people at Catalan, the Nou Camp, and we got a chance to play there. Et ça a été vraiment emblématique avec ce record d'affluence en saison régulière pour un match de Super League. Je crois qu'il y avait plus de 33 000 spectateurs. Alors évidemment, le stade en faisait plus, mais c'était quand même une sacrée ambiance. Tout le monde s'était déplacé d'ici. Et puis c'était les vraies couleurs, c'était ce maillot si emblématique. On aurait dit le Barça qui rentrait au Nou Camp, et pourtant c'était les Dragons catalans. De pouvoir jouer au Camp Nou, voilà, encore une fois, pour une équipe de rugby à 13, jamais personne n'aurait pu le penser. Ça a été une idée folle que Bernard a mis en place, et on peut être que reconnaissant et le remercier de nous faire vivre ces moments aussi. Et ça, véritablement, ça a été un grand jour de fête, en plus avec un match exceptionnel, extraordinaire, où on bat encore une fois Wigan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Dragons catalans, on ne l'imagine pas assez, mais sont très connus et reconnus aujourd'hui en Catalogne du Sud. Il arrive ce truc sanitaire là, on ne sait pas d'où ça sort et on te dit tu peux plus t'entraîner. On s'entraînait beaucoup à la maison, en fait on avait un programme, on faisait ce qu'on pouvait, mais c'était très difficile de suivre, de rester en forme. On va commencer la petite journée avec un petit footing. J'ai l'attestation. Soyez vigilants. Et après arrive l'histoire, on se teste 3 fois par semaine et on te gratte le nez et ça finit comme ça, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Très atypique, mais en même temps très excitante aussi, parce que c'était les vols aller-retour dans la journée. On arrivait directement au stade, on jouait, puis après le match, on reprenait l'avion, on redescendait. Bon voilà, mais en fait, ça fait partie aussi de la vie de ce club, qui pendant le Covid, a été obligé de fonctionner comme ça. Il y a pas mal de changements à cette époque-là. Donc il y a l'arrêt de Rémi Cassier, il y a le départ de Sam Moa, pas mal de leaders et d'anciens. Et Stevie m'appelle et il me propose d'être le capitaine. We needed a new leader, we needed a new captain. He leads by example on the field, off the field, in terms of driving a team and driving a club and a culture and wanting to win, a real competitor and now a close friend. On commence la saison. J'ai une discussion avec les joueurs et les jeunes parce qu'il n'y avait pas trop de leaders à part Jimmy Maloney qui ont été au-dessus et Sam Tompkins et Julien Mousquet qui, voilà, tous les 4 ont pris le relais. On fait une saison de malade. Quand on jouait sur le terrain, on avait l'impression d'être vraiment intouchable. On pouvait perdre 30 points, on savait qu'à la fin du match, on allait gagner. On avait cette confiance en nous qui était vraiment jamais connu ça. C'est la seule année où j'ai connu ça de ma carrière. Je crois qu'on joue le premier match contre UKR
On arrive en prolongation et Jimmy, il se foutait de tout. Il n'y avait aucun stress chez lui. Et je lui dis, écoute Jimmy, je pense que le club t'a pris pour ça, t'as un gros salaire, donc maintenant assure. Il me dit, t'inquiète pas, je vais te mettre le drop et je vais te faire gagner. Et c'est ce qui s'est passé 2 minutes après. In that season, for a team like Catalans who has to travel away every other week, you know, the difficulties of the travel, the days of training that you lose, the days of preparation that you lose. So to be the most consistent team out of any team in that competition, that is an incredible feat, what the club, what the team achieved that year. And we did that, and we did that in spectacular fashion by clinching the League Leaders' Shield at Newcastle. And bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à St. James's Park pour ce Magic Weekend, cette rencontre qui va opposer aujourd'hui l'équipe des Dragons catalans à l'équipe des Saints de Sainte-Helens. Les Dragons catalans livrent très certainement aujourd'hui le match le plus important de leur saison. Les Dragons catalans, leaders de la Super League, se mesurent aujourd'hui à leur dauphin avec, bien entendu, dans le viseur, une victoire aujourd'hui qui pourrait leur donner un titre honorifique, mais bien plus que ça, le Minor Premiership pour les Dragons aujourd'hui. De Jordan qui est devenu titulaire pour ce match au sommet aujourd'hui dans cette Super League. Le ballon au départ à Sam Tompkins. Wow, Tompkins qui va être décalé tout seul, oui, parce qu'il y a un joueur qui a perdu son appui. Oh yes! Oh, Sam Tompkins est magnifique. C'est un joueur merveilleux. Le ballon pour les Saints de Sainte-Helens. Attention, il faut bien défendre. La Fouad qui est battu. Là, justement, ça sera pour Coute, ça plonge bien dans la ligne, attention, la claque Coute. Oh, qui vient de passer. Les jeunes joueurs, Six again, il va falloir tenir fort là maintenant, non, il y va. Oh, je continue de penser, Louis, que c'est pas fini pour les Dragons, mais s'ils en prennent, voilà, ça veut vous dire que s'ils prennent un essai là maintenant dans ce match, aïe, 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 aïe. S'ils veulent espérer quoi que ce soit, les Dragons, dans ce match, ah, attention. Mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. 30-12. 6 minutes, évidemment, ça, c'est impossible, Louis. Je crois que c'est perdu pour les Dragons. Bon. Côté gauche. Bien joué la passe de Michael Boudemont pour Dean Farré. Passe de ballon du groupe là, l'esquive pour Arthur Bourg. Il est parti Arthur. Allez Arthur, vas-y, tire. Il est repris. Il peut donner ce ballon, il n'était pas plaqué, il n'y avait pas de plaquage. Ouais. Et c'est marqué par Gil Dodson. Allez, il reste 4 secondes. 4, allez 3, dépêchez-vous. Il faut marquer là maintenant. Avec un coup de pied, Hervé Maria. Le coup de pied à la réception. Oui. Et c'est du plus grand, du plus fort, du plus barbu. Et c'est de San Castellano. Il faut en avoir des nerfs. Voilà, ça passe entre les poteaux. Égalité. Et cette remontada, voilà, Cassiano qui passe devant, qui casse tout le monde, qui perce 2-3 fois et puis qui remarque sous les poteaux sur un coup de pied. Fait, voilà, bon, un final fantastique et dans un stade où il y avait 30 000 personnes. Voilà. C'est un des plus gros matchs que j'ai vécu en tant que joueur dans ma carrière. C'est vraiment un match stade plein, tous les supporters anglais qui étaient pour les Dragons catalans pour une fois. Alors, Golden Point, le point à or, le premier qui marque a gagné. Allez, faut monter là maintenant, faut du courage, faut empêcher le drop. Le drop qui est passé à côté Louis, qui n'a pas sifflé d'en avant, 5e et dernier tenu, le drop de Jimmy Maloney. Oh, il est pas mal, le drop est réussi par James Maloney. Je pense qu'il le tente 32 fois, il le manque 29. Un drop interstellaire, un drop galactique de James Maloney. Oui, le match était plié, à 5 minutes de la fin, c'est fini, tu marques ces essais-là et tu prends. Et ce jour-là, tu sais que tu vas aller loin. Et encore, tu bats Sainte-Helens, c'est de la façon dont tu le fais, avec ce James Maloney ce jour-là, et Sam Cassiano, tu te dis, t'es intouchable. En plus, on gagne le League Leader Shield sur ce match-là, donc c'était vraiment incroyable. The magnitude of winning a League Leaders Shield and everything that goes around in a stadium like that, it was just incredible. So, and we got what we deserved in that season in terms of winning that League Leaders Shield. Je pense qu'en 2021, c'est ce qui faisait notre force, peu importe qui y avait dans l'équipe. C'était un groupe de 25-30 joueurs, peu importe qui c'est qui rentrait, qui c'est qui sortait. C'était le groupe en premier. On avait réussi à créer cette osmose.
Our season, we'd been so good all season. We'd earned the right to have a home semi-final, and the pressure of that whole stadium, and it was an incredible scene, the Guard of Honour, the stadium full, like every you know, I think the capacity of the ground, we went way past that, there was just people everywhere. Oui, l'arrivée à le stade et le support là, c'est comme une finale, c'est pas comme une demi-finale, c'est comme une finale. Le support tout le match, c'est énorme. Il faut y être dedans pour le vivre au moins une fois et pouvoir l'expliquer, parce que tu as des frissons partout, tu as des fumigènes, tu as le stade, il est en feu. C'est là qu'on voit qu'on a de bons supporters. Le club n'avait jamais vécu ça, cette passion, cette atmosphère qu'il y avait. Et alors oui, le public peut être très dur dans certains moments. Et on peut voir que le public catalan, quand il y a des résultats, ben c'est quelque chose de différent. La fierté catalane, c'est comme les racines d'un cep de vigne, ça va profond. C'est presque du fanatisme, quoi. On est derrière ce drapeau Sankeor à 100%. Voilà. Dès que ton équipe rentre sur le terrain, ça te prend aux tripes. Parce que c'est notre passion et c'est quelque chose de très important pour nous dans la vie de tous les jours, parce que c'est vraiment le club qu'on aime et qu'on supporte. C'est un public de passionnés. C'est un public qui connaît le rugby à 13. Donc, pas te tromper, t'as pas le droit à l'erreur. Et quand t'es joueur, ben, c'est ton rôle, c'est ton job, c'est ton métier. C'est à toi de rendre les comptes aussi sur le terrain. Et même les étrangers, Jimmy, Sam, n'avaient jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, cette atmosphère, quand on est rentré dans le stade, c'était d'honneur, les fumigènes, je me souviens, c'était électrique, c'était quelque chose de... C'était énorme. C'était énorme. Nous, on était prêts, on savait que voilà, rien ne pouvait se passer. By Drinkwater, Dagger couldn't take it. Garcia picks up. Garcia gets the first try of the night, or does he? On the field for Catalan. Here is Jordan Abdul. Abdul's pass, and it's picked off. And it's picked off by Drinkwater. Has he got the pace? Has he got the pace? I reckon he has. Just Drinkwater. There's that pressure there of being so good all season, finishing league leaders. You got a home semi-final. You needed to get that job done. We needed to get to Old Trafford. Bien sûr, cette première finale à Old Trafford, pour nous, c'est la consécration un petit peu. Ça veut dire que le club dragon catalan rentrait véritablement dans le cercle très fermé des clubs qui jouent à Old Trafford. Quand tu arrives à Old Trafford, c'est pas juste sur un éclair, tu as été constant. Pour revenir un petit peu où les Dragons, au début, c'était trop les montagnes russes pour arriver à être et s'installer au top. Et là, en fait, on s'est dit, le club tient la route, l'équipe tient la route. On arrive à Old Trafford, déjà, tu vas au vestiaire et tu sais que tu vas voir les vestiaires de Manchester United. Dans chaque casier, il y a les cintres avec les maillots. Et il y avait Ronaldo, il y avait Pogba, il y avait Varane, leur maillot, le numéro. Et là, tous les joueurs, comme des enfants, tous ont voulu avoir cette photo avec le maillot de CR7 derrière, de Varane ou de Pogba. Et toi, tu te retrouves au milieu des vestiaires de United. Là. C'est le Graal, il n'y a rien. D'habitude, les finales de Super League, tu le regardes toujours à la télé, mais à aucun moment tu te dis un jour les Dragons ils seront. Là, tu y es, tu prépares cette finale-là. Un stade plein, Old Trafford, magnifique. C'est vraiment différent de Wembley. Les gens vachement proches, les supporters de Saint-Hélène très bruyants. Mais c'est vrai que oui, de rentrer en premier avec Steve et puis toute l'équipe, voilà, c'était une saison exceptionnelle. Mais après, une grosse déception avec le résultat. On a beaucoup de regrets sur cette finale qui c'est contre Saint-Hélène. Après, ils ont fait un gros match, mais bon, on perd de 2 points. Il y a eu des décisions arbitrales un peu en notre défaveur, mais bon. Déception, de l'injustice. Et puis, pour être honnête, pour moi, c'est un vol. On s'est fait voler cette finale. J'ai encore un peu Enfin, j'ai eu du mal ça a du mal à passer. À un moment donné, je pense qu'il y a des images, je me souviens de certains moments. Le coup de poing sur Jimmy Maloney, je vais voir l'arbitre, je lui dis, il y avait le grand écran sur le stade, je me souviens. Il me dit non, j'attends la vidéo, j'attends. Ah, là, j'ai compris que c'était mort.
Incredible season again. We were so good again. It was our 4th year. We'd finished in the top 4. We finished second rather than first, so we were so close again to getting the league leaders. 2 parcours différents, je pense. 2023, on laisse beaucoup d'énergie en demi-finale. We played probably the ultimate battle, the ultimate war against St Helens. Again, like the scene set there, it was incredible atmosphere. Non, je crois que le match le plus marquant, c'est quand même cette demi-finale à Brutus, où à 3 minutes de la fin, on croit qu'on n'y arrivera pas, et puis voilà, c'est l'exploit extraordinaire de Sam. Et puis il y a ce match s'est déroulé où tu marques pas, et tu crois pas, donc forcément, tu joues avec les émotions tout au long du match jusqu'à l'extase, jusqu'à crier. Je crois que même Aurélien Colony n'a jamais crié autant, et il y a cet essai juste incroyable. À gauche, et dans l'axe, les Tompkins. Ils vont sortir comme des fous. McIlroy, Tompkins. Allez, voilà. Allez, dépassez Tompkins, dépassez. Tompkins, c'est fort. Et sur son crochet extérieur, on voit qu'il n'est pas en bonne position pour taper le drop. Il est trop sous pression. Donc finalement, il va avoir qu'une seule solution, c'est celle de la jouer à la main. Mais tu te dis, s'il la joue à la main et qu'il se manque, on perd le match. C'est mon essai préféré dans mon carrière, pour 2 raisons. Le premier, ça donne le 2e finale pour le club. Et le 2e, encore via le test Saint-Helens. Oui, c'est très spécial. On se regarde, on se dit, bon là, c'est grillé, la finale, tant pis, c'est pas pour cette année. Et puis, Sam Tompkins, magique, nous envoie en finale. Tu vois des gens autour de toi qui s'enlacent, qui pleurent. C'est fou, tout le monde a communié, tout le monde a partagé, envahi le terrain parce que Saint-Hélène se sentait bien. Donc pour eux aussi, ça a été la douche froide. Mais la façon dont les Dragons là l'ont fait ce jour-là, forcément, ça reste dans le top 3 des matchs les plus incroyables. The scenes are that's the craziest scenes you'll ever see. Pure Catalan. That was pure Catalan after the game. Pitch invasion, the scenes around the stadium. But ultimately, when I reflect and look back, the effort that we put out in that game was very, very difficult for us to recover from for the final. Et je pense que pour rebondir après en finale contre Wigan, ça a été difficile, ça a été un peu plus difficile pour nous. En 2023, je pense qu'on n'a pas fait notre meilleur match. Ils avaient été meilleurs que nous, tout simplement. Attention sur ce côté, il y a toujours de l'espace à jouer. Field, il l'a vu. Avec le crochet intérieur de Wardle sur Pierce, qui s'accroche comme il peut. Pierce, c'est pas possible. C'est pas possible, Michel Pierce, de rater les plaquages comme ça. Aïe, 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 aïe. On fait une belle finale. Ouais, on n'est pas encore passé loin, mais je crois que ces 2 finales d'Old Trafford en 3 ans ont définitivement fait rentrer le club des Dragons catalans dans le Gotha des clubs de Super League. Je crois que c'est ça la leçon qu'il faut qu'on retienne. 2 finales perdues, mais bon, après les expériences sont extraordinaires. Quand tu vois ta famille dans les tribunes en Angleterre, dans un stade hors norme comme celui d'Old Trafford, ça fait chaud au cœur, mais voilà, avec la victoire, ça aurait été beaucoup mieux. On perd énormément de joueurs en 2023. Des joueurs très très importants, et aujourd'hui quand on change, quand on n'est pas stable peut-être dans l'effectif, et puis ça va vite, hein, des joueurs qui se blessent, des joueurs clés, la fin d'un cycle peut-être aussi. Last season was difficult for me, for the staff, for the players, for the supporters. You know, last year was a very, very disappointing season. One of the biggest things was you look at that second grand final team, and that whole team left practically. And that was an error of judgment from our organisation. I was like this on the second grand final. I was completely focused on just winning that game, and I took my eye off what might have been coming afterwards. And that's a regret without a doubt. That's a regret. Ce début de saison était loin de donner satisfaction, donc à un moment donné, je pense qu'il faut savoir un petit peu des fois tourner la page. Et prendre la décision de se séparer de McNamara, c'est difficile. Compte tenu un petit peu du parcours de Steve McNamara, il faut quand même reconnaître que Steve nous a amené au Million Pound Game, nous a amené à Wembley et nous a amené deux fois à Old Trafford. Donc je pense que Steve McNamara est l'entraîneur qui aura le plus marqué l'histoire des Dragons catalans. Dans l'état où il a pris l'équipe, le club, et d'en faire ce qu'il a fait, de gagner un titre, de faire 2 finales,
Eh bien, honnêtement, chapeau. Et automatiquement, c'est Joel Tompkins qui a pris la relève, puisqu'il était son adjoint. Et Joel Tompkins est une personne que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a joué 2 saisons au Dragon catalan. You know, I think I was in a Wigan team. It was the Dragons' first game in Super League, and that game's something that the players have watched in pre-season. What we'll certainly be doing this year is we'll be taking some inspiration from that first game and that first season, and we'll be trying to emulate that and make sure we play with the passion and pride in 2026, the same as the team in 2006 did. On a du mal à le faire comprendre aux gens ce que c'est réellement, ce que représentent les Dragons catalans. Quand on s'aperçoit le chemin qui a été fait en 20 ans, les stades sur lesquels ils ont évolué, il n'y a pas une autre équipe, tous les rugby confondus, qui a joué au Camp Nou, qui a joué 2 fois à Wembley, qui a joué 2 fois à Old Trafford, qui a été à Etihad Stadium, qui est allé à Anfield. On ne mesure pas ce rayonnement à l'international qu'a réellement cette équipe. C'est les 20 ans du club. C'est l'occasion de délocaliser un match dans la capitale. Voilà, il faut que le rugby à 13 s'exporte à Paris, que ça se joue à Paris, faire remonter tous ces trésistes. L'idée est superbe pour les 20 ans, que les Dragons aillent jouer dans la capitale française à Paris, à Jean-Bouin, qui est un stade magnifique. Un match d'ouverture avec la finale du Super 13 en ouverture, un match contre Wigan, un stade de 18 ou 20 000 plein. Voilà ce que je souhaite pour cette 20e année de Dragon catalan. C'est un club à part, dans sa fierté, la fierté catalane, la fierté française, et on monte en Angleterre pour ça, pour représenter notre pays et faire de gros matchs là-bas. Que tu sois français, étranger ou d'où tu viennes, lorsque tu portes le maillot de Dragon catalan, t'es catalan. C'est pas comme les autres équipes. Les autres équipes en Angleterre, c'est ville contre ville. Et ici, c'est nous contre tout le monde. It's like nothing else in rugby league. There is nothing else to compare. Unless you've been involved in the Catalan Dragons, you can't understand how it is and how it feels. It's European, it's Latin, it's different, the mentality, it's highs, it's lows, it's a consistent volcano waiting to erupt. You know, it's all of these things, and they're mixed together. It's just the best. It sets the club apart from everything else in the competition. I'll back it till the day I die. It's something that's really, really close, and yeah. Ça. Si les Dragons aujourd'hui existent et ont 20 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues de la part de Bernard. Bernard, c'est un pionnier. C'est pas facile d'être un pionnier, parce que comme vous êtes le premier, forcément, vous êtes confronté à toutes les adversités possibles. C'est un homme qui est prêt à se battre pour que les choses fonctionnent et réussissent. Et puis c'est un guide. On a du mal à le remettre en question tellement sa ferveur est forte. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le rugby moderne. Alors le rugby d'il y a 40 ans, mais le rugby d'aujourd'hui aussi. C'est un passionné. Et voilà, c'est un mec à qui on doit tout. Ça a été la locomotive de tout ça. Bernard Gouache, c'est le père des Dragons catalans. C'est le sauveur du rugby à 13. C'est l'ami des supporters. Un jour, il aura son monument. On aurait Bernard là, un statut devant le stade, je pense qu'il le mériterait amplement. Bernard, c'est le chef des Catalans. On avait une bonne relation. Tu sais, il est dur, tout le monde le sait qu'il est dur. Mais après, ils ne sont pas en Super League, il n'est pas comme ça. Demander aux Anglais d'avoir cette idée d'intégrer la Super League et puis ensuite avoir son aura, c'est super présent pour nous. Hein. Le fait que ce club ait été formé, il y avait la chance et l'opportunité pour tous les joueurs de vivre de sa passion. Je remercierai jamais assez d'avoir pu me donner l'opportunité de pouvoir vivre de mon sport que j'aime. On a de la chance de l'avoir dans le rugby à 13 français, je pense, sinon il aurait coulé depuis un moment. Tout ce qu'il fait pour le rugby à 13 français, pour les Dragons, c'est vraiment hors norme. J'ai beaucoup de respect pour Bernard, parce que c'est pas facile pour lui. Il n'a pas acheté le Dragon catalan, il crée le Dragon catalan. Il est le cœur du club. 20 ans de rugby, de passion, de vie à 250 à l'heure, et où je suis passé de la quarantaine à la soixantaine sans m'en apercevoir. Ça voit comme ça? Et voilà. C'est bon. Ah ouais? C'est la fin. C'est la clôture du
Perpignan, moi j'étais dans les yeux, de la gare jusqu'à Saint-Mathieu. Et c'est le Castillet qui garde mon cœur. Perpignan, j'ai chanté dans tes rues, j'ai embrassé tes filles perdues, et j'en ai passé des nuits dans ta chaleur. Perpignan, moi j'étais dans les yeux, de la gare jusqu'à Saint-Mathieu. Et c'est le Castillet qui garde mon cœur. Perpignan, j'ai chanté dans tes rues, j'ai embrassé tes filles perdues, j'en ai passé des nuits dans ta chaleur, dans ta chaleur.